Alors maintenant, je vais faire un commentaire sur Kant et sur, si vous voulez, sur le kantisme originel. Hein, donc je vais appeler ça le despotisme éclairé. Hein, donc alors, l'axiomatique donc, est inacceptable telle qu'elle, puisque l'axiomatique, c'est vraiment la dictature brutale. La dictature brutale, c'est comme ça et ça ne se discute pas. Donc on ne peut pas accepter l'axiomatique aussi simplement. Et il y a un mot qui est un peu ennuyeux dans le vocabulaire kantien, du moins c'est ambigu, c'est le mot des conditions de possibilité. On comprend, on a vu que qu'on ne pouvait pas échapper au format, qu'on a absolument besoin de format, et que tous les formats sont mauvais. C'est ce que dit grosso modo le théorème de Gödel, version Richard. Tous les formats sont mauvais. Hein. Et alors, on peut traduire ça en disant le format est un mal nécessaire. Mais c'est très, très ennuyeux de dire que le format est un mal nécessaire, parce que le mot nécessaire en mathématiques a le sens de condition nécessaire. D'accord ? Alors, il faudrait mieux dire que le format est un mal inévitable. Parce que voilà donc l'erreur que fait Kant en, donc qui amène à tout un tas de choses typiquement kantiennes, comme l'impératif catégorique, etc., c'est qu'il voit effectivement qu'on n'a pas de rapport direct avec la réalité, que, si vous voulez, quand il sort des bits d'un ordinateur, des 0 et des 1, eh ben, ça ne vous donne pas une image, il faut absolument quelque chose pour l'interpréter. Il comprend ça, c'est extrêmement moderne, voyez. Mais en même temps, il pense qu'il y a une seule manière de le faire. C'est nécessaire. Le format est nécessaire dans le sens qu'il n'y en a qu'un seul. Et c'est la même idée que vous avez chez Hilbert. Hilbert, il pense qu'il y a une seule que les mathématiques, donc, c'est quelque chose. Hein, mais il pense qu'il y a une seule manière de faire les mathématiques, vous voyez. Hein, et donc, c'est pour ça, si vous voulez, que Hilbert se réfère à Kant en même temps que Brouwer, alors que vous savez que Hilbert et Brouwer, c'était pas vraiment copain-copain. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de Kant par rapport à ça? Donc, c'est une pensée qui est datée, elle a 200 ans, et on ne peut rien faire, on lui enlèvera jamais ses 200 ans, mais c'est une excellente boîte à outils. Donc on peut garder la boîte à outils, quitte à modifier certaines choses. Hein. Alors, on la voit donc chez deux vraiment des pères fondateurs de la logique. Hein. Même s'il n'était pas logicien, on peut dire que Brouwer était un père fondateur de la logique. Le constructivisme de Brouwer, qui dit que la réalité n'est pas donnée, elle est l'objet d'une construction. Hein. Donc ça, c'est du Kant. Et chez Hilbert, qui pense qu'il y a un seul format de lecture possible. Et ça mène au formalisme hilbertien. Donc vous voyez, ces deux morceaux de Kant. Hein, Kant dit lui-même que les mathématiques sont synthétiques, c'est-à-dire pas analytiques. Autrement dit, elles sont l'objet il faut faire des choix, il y a des présuppositions, des présupposés, des préjugés, appelez ça comme vous voulez. A priori, donc on va choisir ça, a priori, qui est un mot évidemment avec une connotation autoritaire. Donc c'est un penseur, c'est un théoricien du despotisme éclairé. Hein. Il faut le voir dans le contexte, mais c'est pas le despotisme brutal. Hein, ce n'est pas un despotisme brutal, c'est extrêmement intelligent comme justification. Donc tout repose sur ce format unique. S'il y a un seul format possible, comme il en faut un, ben, écoutez, on l'acceptera. Hein. Alors ça a été traduit par Hilbert par le projet de consistance. Avant d'employer le mot cohérence, comme consistance est un anglicisme, hein. Il fallait traduire cohérence, mais je préfère consistance finalement, hein, parce qu'en fait c'est un mot un petit peu mal foutu, mais la consistance est une chose mal foutue, donc ça va bien ensemble. D'accord ? Donc je garde le mot. Cohérence, ça voudrait vraiment dire une grande régularité, d'accord ? Hein ? Et donc, la consistance, ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle est supposée juste
établir que le format fonctionne. Vous avez un format, ben il fonctionne, il est consistant, il fonctionne. Hein. Et donc, comme il n'y en a qu'un seul possible, il fonctionne, il en faut un, il y en a un seul possible, ben voilà, ben, ça vous le justifie. Hein. Donc c'est le seul possible. Hein. Et bien entendu, on voit ici, c'est une erreur kantienne, c'est qu'en fait, il n'aurait pas fallu penser les conditions de possibilité comme des choses nécessaires, mais seulement comme des choses suffisantes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats possibles. Si vous voulez, on dirait maintenant qu'il y a plusieurs systèmes formels, il y a plusieurs systèmes de type, enfin, il y a plusieurs de trucs, et qu'il ne faut pas penser qu'il y en a un seul. On sait bien, nous tous, qu'il n'y a pas un seul système qui contiendrait les autres. Même s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, de manière évidente. Hein. Et donc, ça crée de l'apodictique. Alors, le mot apodictique est un mot absolument terrifiant, ça sonne comme apocalypse, à peu près comme ça. Et l'apodictique, hein, c'est vraiment ce qui vient c'est pas du souffle divin ou à peu près. C'est l'apodictique par double négation, parce que vous n'avez aucun doute, parce que vous ne pouvez pas faire autre chose n'importe comment. Vous voyez ? Donc c'est très effrayant, mais c'est autoritaire, c'est pas vraiment totalitaire. Vous voyez, c'est le côté prussien. Hein. Et les Prussiens, ne pas confondre avec les Hitlériens. Hein. Les Prussiens n'aimaient pas les militaires prussiens n'aimaient pas les Hitlériens. Quand ils ont essayé de se réconcilier en 1934, les militaires ont demandé à Hitler de tuer ses petits copains SA, qui étaient vraiment des macros, des voyous pas présentables. Hein. La nuit des longs couteaux, c'est pas du tout les mêmes gens, même si on les a retrouvés ensemble au pouvoir. Donc il y a quand même une grosse différence. Et donc, si vous voulez, cette apodictique s'oppose à la certitude directe qui serait religieuse, hein, type charia, si vous voulez, à une certitude indirecte. Quoi d'autre ? Pourquoi ? Mais vous voyez que c'est basé profondément sur l'unicité du format. J'espère que j'explique bien ce problème de consistance comme ça. Hein. On l'explique habituellement avec des choses extrêmement idéologiques. Et voilà, arrive le doute. Et le doute nous arrive d'abord du premier théorème d'incomplétude. Alors là, on n'a pas de version plus simple, genre Richard ou Turing, hein, théorème d'incomplétude. Eh bien, vous prenez la négation de la formule de Gödel, non G, eh bien, cet énoncé est consistant, hein, et il est notoirement faux, hein, puisque G dit je ne suis pas prouvable, donc non G dit le contraire, or il n'est visiblement pas prouvable. Hein, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça vous donne un doute, puisque vous avez la consistance, mais ça n'implique pas la confiance. Autrement dit, vous avez trouvé un format alternatif, hein, qui fonctionne, mais que vous ne pouvez pas croire, vous ne pourrez pas... d'accord, hein. Alors, dire que la consistance n'implique pas du tout la confiance, ça serait un peu excessif. Ça induit une certaine forme de confiance, parce qu'on est quand même dans un système... déductif, donc c'est pas une confiance absolue, mais enfin on fait quand même pas n'importe quoi dans ce système consistant. On ne peut pas raconter tout et le contraire de tout, c'est justement la définition. Hein. Donc vous avez une confiance réduite, mais qui veut dire à peu près pas vu, pas pris. Alors est-ce qu'on a des exemples dans ça ? Ben oui, on a énormément d'exemples dans le monde. Eh ben, consistance, c'est quand quelqu'un a un non-lieu. Bon, je parlais tout à l'heure de M. Eric Woerth, ben voilà, typiquement, on l'a accusé d'avoir trafiqué des légions d'honneur. Il a eu un non-lieu. Bon, il a eu un non-lieu, pourquoi ? En particulier parce que ce genre de fait est extrêmement difficile à établir, qu'il y a une certaine mansuétude pour les politiciens, enfin, tout un tas de trucs. Bon, il y a un non-lieu, on ne va pas discuter de ça, et au fond, on ne sait rien de la réalité de la chose. Mais est-ce qu'on a confiance en ce type-là ? Sûrement pas.
voyez que le type, il n'est pas allé en prison, mais il n'inspire pas une confiance absolue. Je sais pas, je dirais ça. Hein. On dirait la même chose en Italie avec, disons, Il Gobbo, là, qui est mort maintenant. Il n'a jamais été en prison, comme Andreotti. Mais bon, la confiance en Andreotti, bonjour. Hein, vous voyez donc, le fait que la consistance, c'est-à-dire le fait que la justice n'ait pas prouvé votre culpabilité, n'inspire aucune espèce de confiance. Hein. Alors maintenant, le deuxième théorème d'incomplétude, c'est la seule fois où on va le voir, il est beaucoup moins intéressant que le premier, parce que le premier, on lui trouve quatre lectures, on en a vu 3 pour l'instant. Le second, il n'en a qu'une seule. Le second théorème d'incomplétude, il renforce ça. Et tout simplement que la consistance honnête est inaccessible. Vous ne pouvez pas avoir honnêtement la consistance. Soit vous la présupposez, bon, auquel cas, ce n'est pas très malin. Hein, si vous la présupposez axiomatiquement, par exemple, ce n'est pas la peine de dire ça. Ou soit, si vous l'avez obtenue, eh ben, par exemple, en essayant de la chercher réellement, eh ben, soit que votre système est inconsistant, ou alors qu'il n'est pas déductif. Ce n'est pas un système déductif, il y a pas de, vous pouvez écrire des formules, mais il n'y a rien qui les relie. Hein. Alors ça existe. Ça existe, ce genre de truc, ça s'appelle en politique la paraconsistance, donc c'est des consistances trafiquées. Et en politique, on connaît des gens qui la pratiquent. Il y avait Berlusconi, un grand spécialiste de la logique paraconsistante. Alors comment ça marchait? Alors que si vous voulez, Eric Werth, qui n'a pas ma sympathie particulièrement, mais il a échappé en jouant grosso modo le jeu, Berlusconi lui changeait carrément la loi. D'accord? Et actuellement, on en a un qui est très très connu. Berlusconi a fini par se faire attraper, mais il y en a un en Turquie, c'est Erdogan. Comment il démontre sa consistance? Il pend le juge. C'est à peu près ce qui se passe. Les juges ont été pendus en Turquie, ils ne sont pas pendus, ils attendent. Bon, mais en tout cas, ils ont changé tout le personnel. Dès qu'un juge essaye de juger Erdogan, il se fait avoir. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un problème, il y a un problème fondamental. Et je pense que ça s'explique très très bien avec ces analogies politiques. Alors que si vous commencez à rentrer dans les détails techniques, etc., vous êtes rapidement perdu. Alors qu'il n'y a rien de plus que ce que je viens de dire. Hein. Bon. Alors maintenant, les sources du doute. Donc, il y a un doute en logique, et il est où le doute? Où est-ce qu'il vient? À quel endroit est-ce qu'on peut localiser cet endroit où on va commencer à douter? On sait qu'on ne sera pas sûr du tout, mais où? Eh bien, on va prendre la logique du second ordre. Quel est l'intérêt de la logique du second ordre? Donc c'est quand on a des quantifications sur des prédicats, sur des propositions, des choses comme ça. C'est tout simplement parce qu'elle contient l'essentiel des mathématiques. Par exemple, on peut définir les entiers naturels, par la formule de Dedekind, le plus petit ensemble contenant 0 est stable par successeur. Paf. Vous avez la logique du second ordre. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez l'essentiel des mathématiques, pas forcément des trucs des trucs vraiment extravagants, mais bon, tous les problèmes qui sont embarrassants pour les fondements, ils sont déjà là. Hein, donc, et un exemple, pour ces choses-là, on a la technique des réseaux de démonstration, les techniques de la logique linéaire, par exemple le système F. Donc mon travail il y a trop longtemps, 1970, on peut l'écrire avec des réseaux de démonstration, ceux de la logique linéaire. Or, ces réseaux, je rappelle que ces réseaux, on vient d'en parler dans la deuxième partie, et ces réseaux, ce sont des lieux où on peut vraiment expliquer complètement la logique par un système d'épreuves. Et on aboutit à une espèce de certitude que quelque chose passe vraiment les épreuves. Donc, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit, si vous voulez, c'est casser le fil de la certitude? Oui,
C'est intéressant, on se trouve vraiment devant, devant ce genre de choses. Alors, on peut voir, donc, prenez le système F, donc le système F, ça peut s'évoluer de la logique linéaire, et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le système F? C'est que vous avez la quantification du second ordre. Alors, je ne vous écris pas de formule de logique trop compliquée. Vous avez un principe. On utilise donc ce qu'on appelle techniquement le schéma de compréhension, devient dans le système F l'utilisation de termes de second ordre. Donc, tout simplement, vous avez une formule A, vous substituez pour une variable, vous substituez un terme qui est simplement une autre formule. C'est une formule, je pourrais l'appeler B, je l'ai appelée T simplement parce qu'on ne l'utilise pas après. Et vous dites que A de T implique qu'il existe XA. Parmi tous les X possibles, si vous voulez, il y a T. C'est ce que dit ce principe. D'accord ? Et c'est là, si vous voulez, où se trouve, effectivement, si vous enlevez ce principe, vous n'avez aucun des phénomènes bizarres qui se produisent. D'accord ? Et alors c'est vraiment embarrassant parce qu'on peut vraiment écrire les réseaux. Et en fait, vous pouvez vraiment faire une vérification virtuelle finie que tout est correct. Parce que vous écrivez votre terme T, le terme T, il s'écrit en logique. Vous êtes la logique, vous avez les critères de correction, c'est-à-dire que vous avez la manière de fabriquer des cycles dedans, des cycles possibles, comme si on était, comment chez les aborigènes, vous avez des cycles pour le terme T. Donc vous pouvez tout vérifier, tout est fini. C'est même, vous faites tout ça en espace logarithmique. Vous pouvez vraiment tout vérifier. Vous voyez un peu le travail? C'est quand même... D'accord? Alors, ça sert à quoi, en fait, ce terme T? Si vous regardez donc l'explication que j'aurais donnée si j'étais resté sur la deuxième partie, sur ce que j'ai fait tout à l'heure, j'aurais pas fait ça. J'aurais dit donc que il existe XA, c'est quelque chose que je teste pour tout X non A, et je prends toutes les démonstrations possibles, ou toutes les démonstrations ou témoins possibles pour tout X non A, et je les mets l'un contre l'autre. Et vous voyez que même dans le cas le plus simple, je vais être dans un phénomène popérien, c'est-à-dire je vais avoir une infinité de tests à faire. Alors que si je vous dis je mets T, j'ai remplacé cette infinité de choses par une chose virtuelle. Donc ce terme-là me fait faire l'économie de quelque chose. C'est un petit peu comme les gens qui prétendent réduire le calcul processionnel à de la sémantique, et ils disent, regardez, A ou non A, il y a 200 000 variables, mais n'importe comment, l'un prend la valeur opposée de l'autre. Donc ils évitent de faire on évite de faire le calcul. Ici, on évite de faire un truc infini. D'accord? Mais vous voyez que si on commence à comprendre ça, vous voyez qu'on est en train de sortir gravement de l'analytique, là. Vous voyez Donc, on revient à BHK, Brouwer, Haitink, Kolmogorov. Donc Brouwer, Haitink, Kolmogorov, c'est une de ces idées extraordinaires, donc de ces quelques années un peu après 1930, où il semble qu'on a eu toutes les idées modernes de logique, en tout cas pour longtemps. Et qu'est-ce que dit Brouwer, Haitink, Kolmogorov? On disait Haitink, pendant longtemps on a attribué tout ça à Haitink. On disait les preuves sont des témoins. On a réduit la notion de preuve, la notion de témoin. Mais vous voyez, moi je préfère en prendre le mot témoin parce que dans témoin, il y a la possibilité de faux témoignage. Alors que la preuve, on va quand même penser qu'elle ne ment pas, alors que le témoin, vous voyez, c'est pour ça que je préfère le mot témoin. La preuve comme témoin, et en fait, c'est une aporie, cette chose-là. Ça ne fonctionne pas. Prenons un énoncé sigma 1. C'est quoi un énoncé sigma 1? C'est un énoncé qui s'écrit au second ordre avec un quantificateur existentiel devant. Quels sont les énoncés comme ça? Ce sont les énoncés quand on traduit l'arithmétique. Les énoncés qui s'écrivent comme ça, ce sont ceux qu'on appelle pi 0,1, les énoncés purement universels.
Il y a un jeu complètement idiot qui fait que le pour tout devient il existe, il suffit de l'écrire à la main. Hein. Donc c'est sigma 1, et ben donc les énoncés pi 0, 1, pour tout n, a de n, et ben l'interprétation BHK ne fonctionne pas. Parce qu'on dit que c'est une fonction, un algorithme, un jeu, ce que vous voulez, hein, qui à chaque entier n associe une démonstration de a de n, mais vous la connaissez à l'avance, la fonction c'est juste la vérification. Donc ça tourne en rond. Il y a eu une espèce de... Heureusement qu'on n'était pas au temps de l'Inquisition, parce que je pense que Kreisel aurait sans doute fait brûler Père Martin Leuf sur le bûcher, c'est sûr, parce qu'il y a eu des disputes sur ce sujet invraisemblables, simplement pour refuser quelque chose complètement évident, qu'on est dans une aporie, que l'interprétation ne fonctionne pas. Donc Kreisel a proposé des choses pas très intéressantes. Et donc vous voyez, si vous voulez, on voit très bien donc, que pour l'énoncé sigma 1, eh ben, que la preuve en tant que témoin ne fonctionne pas, puisqu'il n'existe pas. Le témoin, il n'y est pas. C'est pas la peine de l'écrire, il n'y est pas. D'accord ? Prenez le théorème, par exemple, le théorème de Fermat qui a suscité une démonstration qui demande sûrement beaucoup de travail. Eh ben, d'après BHK, il n'a pas de contenu. Vide. C'est juste le fait que pour chaque champ, le calcul donne vrai, mais c'est juste la vérification de ça pour chaque cas particulier. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? D'accord ? Hein ? Et donc la preuve se ramène à la vérité, donc c'est évidemment sans intérêt. Et donc ça nous montre que, en fait, la vérification symbolique dont j'ai parlé ici est la véritable preuve. Donc si vous voulez, le BHK, c'est quelque chose de très important, mais n'explique pas complètement ce qu'est une preuve. Il y a quelque chose en plus qui est de l'ordre de cette vérification symbolique, et c'est évidemment ça qu'il va falloir comprendre. Hein ? Bon. Et donc le critère de correction, donc, je reviens sur le critère de correction avec T, donc, est parfaitement analytique une fois que je me donne T. Il garantit quoi ? J'en sais rien. Je ne suis pas capable de vous dire ça simplement. Que veut dire NL ? Comment ? Il est dans la classe de complexité NL, log-space non déterministe. D'accord ? Il garantit quoi ? C'est pas très clair. Et tout ça, c'est basé, quelque part, sur le critère de correction pour le terme T. Donc voilà, tout se passe ici. Hein ? Et donc, c'est pas la peine d'excommunier les gens. Bon, tout le problème est ici, il faut essayer de comprendre. Hein, comprendre ce qu'on comprend pas, selon les sources dont on est patient. Alors voilà, maintenant on arrive à un mot, les droits et les devoirs. On a un doute quant aux critères de correction pour le terme T. Il y a un doute fondamental. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez un terme T, c'est-à-dire c'est juste l'occurrence d'une formule. Par exemple, vous avez x implique x, hein, et vous avez mis t implique t à la place. Hein. Donc vous voyez, dans t implique t, vous avez un t négatif et un t positif. Eh bien, il y a un problème, parce que ces termes apparaissent positivement et négativement. Quand ils apparaissent positivement, on peut le voir comme un droit. Par exemple, l'autorisation d'écrire un chèque. D'accord ? Et quand il apparaît négativement, comme un devoir, l'obligation de payer ces chèques. Alors, je pense qu'on a tous expérimenté dans la vie les difficultés de mettre nos droits et nos devoirs en harmonie. Hein ? D'accord ? Et donc, ce qui est problématique en logique, c'est l'équilibre entre droit et devoir. Hein ? Alors, maintenant, de manière assez bizarre, moi je suis profondément remonté contre la sémantique, et surtout la sémantique la plus bête qui soit, c'est-à-dire les valeurs de vérité. Quand j'entends parler de logique à plusieurs valeurs, évidemment, je rigole, difficile de ne pas rigoler, mais il y a une valeur pédagogique à la troisième valeur. La troisième valeur, bon, qui sert vraiment à rien en logique, parce que si vous mettez une troisième valeur, si vous l'utilisez vraiment, vous vous apercevez rapidement
que la troisième valeur, c'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Hein. Bon, vous rappelez rapidement que toutes les formules prennent cette valeur. Donc, ce n'est pas très intéressant de dire peut-être ben oui, peut-être ben non pour n'importe quoi. Bon, ce n'est pas la peine de se fatiguer avec ça. Mais c'est une valeur pédagogique très intéressante parce que vous pouvez utiliser, vous avez donc deux formes de dire vrai. Vous avez une forme faible qui est pas faux. Et vous avez une forme forte qui est vrai. Eh bien, pas faux, c'est les droits, et vrai, c'est les devoirs. Alors pourquoi c'est de la pédagogie? Eh bien, tout simplement parce que j'ai essayé, et bien sûr la négation échange les droits et les devoirs. Hein. Bon, mais j'ai essayé, avec des tas d'exemples dans la vie courante, d'essayer d'expliquer les droits et les devoirs, et ça ne marche pas. On se prend les pieds. On se trompe tout le temps parce qu'on ne sait plus si on parle de soi, si on parle des autres, etc. On n'y arrive pas. Donc ça n'a aucune valeur mathématique parce que c'est vraiment une table de vérité complètement nulle. Mais en tout cas, elle vous mélange pas les droits et les devoirs. D'accord? Donc la table de vérité vous permet de faire comprendre les droits et les devoirs. Alors maintenant, on s'aperçoit que, avec cette pédagogie toute bête, vous avez le mode constatatif, vous pouvez distinguer le mode constatatif incrémentiel. C'est le mode du droit. Par exemple, vous voyez, A, thèse A. Ça fonctionne parce que ça veut dire que si vous avez les devoirs sur A, eh bien vous avez les droits. Ça veut dire que, si vous voulez, que les droits sont plus libéraux que les devoirs. Bon, ça ne nous étonne pas trop. Hein. Et si vous les règles sans coupure, les règles constatatives, eh ben, elles fonctionnent toutes sur cette dualité droit-devoir. Donc c'est fondamentalement, ça veut dire pas faux. Et comme la négation échange droits et devoirs, gamma thèse delta, si gamma est vrai, alors delta n'est pas faux. Donc par exemple, A thèse A, si A est vrai, alors A n'est pas faux. D'accord? Alors encore une fois, n'essayez pas de fabriquer des modèles. N'essayez pas de fabriquer des modèles avec ça, parce que vous aurez la valeur pas faux pour la troisième valeur pour absolument tout. Hein? Mais c'est historiquement une des premières démonstrations d'élimination des coupures. Ça nous vient de Schutte, qui avait expliqué justement des trucs à trois valeurs. Mais ensuite, en regardant un peu, on se rend compte que c'était assez trivial comme explication, parce qu'en réalité, ça ne se produisait jamais. C'est toujours la valeur indéterminée. Bon, donc, ce n'était pas très intéressant comme résultat. Mais c'est un sens technique. Hein. C'est un sens technique. Et alors, dans le mode performatif, donc je rappelle que c'est le mode déductif, destructif, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est le mode du devoir. Les droits garantissent les devoirs. Alors ça, hein, bon, il faut le croire. Hein. Et ça se fait comment? Eh bien, ça se fait par coupure. Hein. Donc vous voyez, ça veut dire que si A n'est pas faux, alors A est vrai. Ça veut dire que la troisième valeur n'est pas utilisée. La troisième valeur, c'est l'espace possible où on a été laxiste par rapport aux droits et devoirs. Typiquement, c'est l'espace d'échec sans provision, si vous voulez. Hein? D'accord? Alors, si la sémantique addictique avec les valeurs de vérité est complètement nulle, de ça, la version catégorique est très intéressante. Très intéressante parce que pour chaque formule, on va donner une version forte, une version faible, et comme les droits impliquent les devoirs, vous allez mettre un morphisme dedans. Et maintenant, vous écrivez l'interprétation des règles logiques, et ça s'appelle des dits naturels, des transformations dits naturelles. Et quand on essaye de composer les transformations dits naturelles, c'est-à-dire d'appliquer la coupure, eh ben, on s'aperçoit qu'on a au centre, au lieu de pouvoir composer, une espèce de losange qui est mal disposée. Et donc, ça ne se compose pas. La transformation dite naturelle ne se compose pas. Et je me rappelle, il y a 25 ans, m'être énormément excité là-dessus, avoir absolument essayé de les composer, trouver des raisons pour les composer. Et finalement, non, j'étais en train d'essayer de lutter contre la liberté. J'étais en train d'essayer de m'enchaîner.
Parce que pourquoi ça ne se compose pas? C'est parce qu'il y a un doute fondamental. C'est là où est le doute. Le doute, l'équilibre entre les droits et les devoirs, c'est ce qui fait... c'est la racine de l'espoir. Et c'est évidemment l'antiscientisme est là. Le scientisme, évidemment, ne peut pas accepter ce que je viens de dire. Mais c'est le doute, l'espoir, c'est justement que nos droits et nos devoirs, eh bien, on espère évidemment qu'ils s'équilibrent. Mais au fond, on n'en sait rien. D'accord? Ça va? Bon. Alors, maintenant, un mot français, je n'ai vraiment pas trouvé de... Ce mot ne se traduit pas dans les langues étrangères. Le mot est pur. Hein? On va remplacer, donc on va changer, on va un petit peu changer le mode rationaliste habituel où on a des objets sur lesquels on fait des commentaires. C'est un peu comme ça fonctionnait la deuxième lumière. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on a vu par exemple que BHK ne fonctionne pas, par exemple. Bon, on a vu des choses comme ça. Donc, si on veut arriver à comprendre, il faut changer l'objet de base. Hein. Et donc, on va changer ça par faire un complexe objet-sujet. Hein. C'est une espèce de chose complexe où, à la fois, vous avez alors, on va mettre le complexe objet-sujet va être formé de deux objets. Si vous pensez à un réseau de démonstration, vous avez une partie supérieure où il y a des liens. C'est une constellation. Une partie inférieure, vous avez des formules. Mais ces formules sont aussi des liens, en quelque sorte, puisqu'il y a des moyens de voyager. Donc il y a une partie supérieure, le témoin proprement dit, et une partie inférieure qu'on va appeler le gabarit. Gabarit, c'est un autre mot pour format. Hein. C'est quelque chose dans lequel un gabarit, c'est par exemple quelque chose dans lequel on va mettre une valise, par exemple, pour voir si elle est acceptée par Ryan Airways ou je ne sais pas trop quoi. Vous le mettez dans un gabarit, d'accord, hein. Et donc, le véhicule et le gabarit, eh bien, vous donnez les deux. Alors que la schizophrénie habituelle de la logique va dire, vous voyez, vous avez l'objet et on va déduire toute la partie subjective par dualité. Et on se rend compte que ce n'est pas possible parce qu'on n'arrivera pas à être fini si on est là, alors que le raisonnement, il est fini. Donc, c'est la schizophrénie de vouloir retrouver du fini à partir de l'infini. Il faut se mettre dans les conditions où on travaille, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, l'épure, c'est un terme technique qui consiste en un dessin. C'est un dessin industriel, c'est un dessin avec plusieurs vues. Une vue de face, une vue de profil, etc. Et bien, l'épure, c'est se donner l'objet et des vues de l'objet. Si vous voulez, c'est le mont Fuji et 36 vues du mont Fuji. D'accord. Hein? Bon, alors donc, bien entendu, il s'agit d'une réaction anti-schizophrène. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé en logique. Parce que justement, on a été beaucoup trop, on a trop répété les choses, on n'a jamais regardé ce genre de choses. Hein. L'objet vient avec quelque chose qu'on pourrait appeler un mode d'emploi. Mais attention, il ne faut pas penser que le mode d'emploi est écrit. Il ne faut pas penser que le mode d'emploi est écrit. Le mode d'emploi est un truc physique. C'est juste des chemins d'accès privilégiés. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressemble à ça en informatique? L'informatique, et c'est merveilleux parce qu'elle nous donne vraiment des tas d'idées. Eh ben, vous avez un fichier avec une extension. Fichier qu'une extension. Ça sert à quoi les extensions? Ben, ça sert grosso modo à vous empêcher de choper des virus ou des trucs comme ça. Et ben, ça vous dit comment ouvrir l'objet. Et complètement physiquement, le machin va savoir quel machin, vous avez un fichier .jpeg, et ben, il vous dit d'aller l'ouvrir avec le lecteur d'images, etc., etc. D'accord, hein? Et ben, ce qui nous manque profondément, on n'a jamais cherché la version transcendantale des calculs typés. On comprend assez bien ce que c'est qu'un calcul non typé, hein, mais on n'est jamais sorti d'une opposition assez simpliste. Et là, je cite deux grands noms quand même. Hein. Church, hein, le typage essentialiste, a priori. Donc, pour le Church essentialiste, donc si vous voulez, chez Church, bon, pour prendre un débat à la mode, on est femme. D'accord, on est typé. Hein. Et l'autre, Curie, c'est on le devient, comme elle disait Simone de Beauvoir. Hein. Sartre avait dit la même chose pour les Juifs, ce qui me semble moins polémique. Le truc de Beauvoir, il est franchement polémique quand même. D'accord, et dépasser ce genre de choses. Hein. Et donc, vous voyez,
il n'y a pas vraiment de place. Il n'y a pas vraiment de place pour le type. On ne sait pas ce que c'est qu'un type. Le type, c'est quelque chose sur lequel on calcule aussi. Mais on calcule comment? On n'a absolument pas réfléchi. Le type, on le voit, si vous voulez, un petit peu dans une philosophie un peu marxiste. Vous voyez, vous avez l'infrastructure et la superstructure. Hein, ou freudienne. Vous avez le ça et le surmoi. Ben, il faut dépasser ça parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas au-delà d'un certain point, en tout cas. Hein? Alors, ces idées sont trop récentes. Beaucoup de travail en perspective, en particulier. Trouver la version transcendantale des systèmes formels. C'est quoi un système formel? L'équilibre droit-devoir, et que c'est un équilibre qui est géré formule par formule, est-ce qu'il est géré globalement dans le système? Je ne sais pas. Je ne suis pas arrivé. Je pense que je suis trop vieux maintenant pour faire ça. C'est quand même du boulot, mais si j'arrive à convaincre quelqu'un d'essayer de voir ça. Ah, maintenant, voilà un mot, épidictique. Ce mot n'existe pas dans le vocabulaire philosophique. Il est utilisé pour qualifier un certain style. Par exemple, la chanson de Jacques Brel, il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Alors que, bon, ben ça, c'est de l'épidictique, c'est-à-dire c'est pompeux, limite mensonge, etc. Bon, épidictique, voilà, hein, d'accord. Alors, c'est comme ça que je voulais qualifier, si vous voulez, la certitude mathématique. Hein. Eh ben, la certitude, bon, ben, elle peut être que relative à l'équilibre entre droits et devoirs. Hein. Et donc, donc, vous voyez que je remplace la certitude apodictique, c'est-à-dire la certitude du charbonnier, la foi du charbonnier, hein, par quelque chose qui est quand même plus, je suis certain, pourvu que les droits... vous voyez, j'ai quand même mis le doigt à l'endroit où on avait le doute. Je ne peux pas lever le doute, c'est pas possible. Lever le doute, ça serait mourir. Puisque la vie est fondamentalement liée au doute, à la déduction, au fait qu'on écrit des chèques sur des choses qu'on n'a pas, vous voyez, qu'on espère. D'accord ? Donc, c'est pas possible. D'accord ? Alors, je vais vous donner une épidictique du système F. Vous allez voir une analyse épidictique du système F. Vous allez voir que quelque part, quelque chose ne fonctionne pas. Hein ? Le second ordre, système F, vous utilisez des schémas de compréhension. D'accord ? Alors, typiquement, au niveau des droits, comment vous faites pour obtenir pour tout xa? Eh bien, vous prenez un x générique, une variable. Hein. Bon, vous avez créé la règle du pour tout, donc, paf, x générique. Devoir. Hein. Attention, hein. Parmi les x génériques, eh bien, vous allez pouvoir devoir. Eh bien, vous avez créé x générique. Eh bien, vous avez le devoir de faire fonctionner votre truc pour t. D'accord? Eh bien, comment est-ce que vous justifiez ça? Hein? Hein? Donc, alors, ça s'appelle évidemment le schéma de compréhension. Hein. C'est la version du schéma de compréhension. Hein. Je ne sais pas si c'est correct, mais j'attribue ça habituellement à un japonais, Takeuchi. Hein. Takeuchi. Et c'est lui qui a écrit l'algèbre de second ordre, comme ça. Hein. Et quand on essaye maintenant de justifier l'équilibre droit de devoir, ça s'appelle les candidats de réductibilité. C'est-à-dire, un candidat de réductibilité, c'est des définitions quelconques, et parmi toutes ces candidats de réductibilité, il y a celui pour T. Mais vous voyez, vous supposez la compréhension pour RAID de T. C'est-à-dire, vous supposez, pour justifier ce que vous faites sur T, vous supposez la compréhension pour RAID de T. Ce n'est pas fondamentalement différent, sinon que c'est beaucoup plus intelligent que la justification de A ou non A, la vérité de A ou non A, à partir de A est vrai ou non A est vrai. Vous tournez en rond. D'accord ? Sinon que là, je sais exactement ce que je fais. Oui, là, je sais exactement ce que je fais. Et je suis arrivé ici dans l'aporie fondationnelle. Je suis au fond du puits. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein. Donc, alors maintenant, est-ce qu'on a vraiment des doutes quant aux mathématiques ? Soyons sérieux. Le doute mathématique, il faut absolument l'avoir parce qu'il faut être absolument rigoureux. Hein, il faut être extrémiste quand on discute. On va dire qu'on n'a pas de doute quand on en a un, mais il reste le principe. Je crois qu'on peut dormir tranquille. Hein, dormir sur les deux oreilles, les mathématiques ne risquent rien. Hein. Elles sont basées sur des siècles d'expérience. Hein, et quand on a obtenu des accros, c'était des systèmes expérimentaux, la théorie naïve des ensembles, ou Perk, sa première version de sa théorie des types. Je suis pour quelque chose là-dedans, comme vous savez.
Et par exemple, la théorie des ensembles, pourquoi est-ce qu'elle marchait pas, la théorie naïve? Parce que bon, elle était beaucoup trop loin de la pratique, elle était, je sais pas, correspondait pas elle était excentrique, disons, excentrée. Hein. Donc il y a pas, on a un doute de principe, mais il faut pas exagérer. Hein. J'ai pris j'ai utilisé l'expression beyond reasonable doubt. C'est la deuxième citation de Fritz Lang. La première étant Les Trois Lumières, au cas où vous ne l'avez pas. C'est le deuxième film qu'on ait conservé de Fritz Lang. Et Beyond the Reasonable Doubt, c'est son avant-dernier film, son dernier film américain. Hein? Donc, alors, maintenant, je voulais vous donner un petit truc intéressant, parce qu'il ne faut pas croire que cette réflexion qu'il faut qualifier philosophique, cette réflexion de style kantien me fait avancer. Et en particulier, je pense résoudre un problème extrêmement important, qui est de trouver la version non déterministe du lambda calcul, si vous voulez. On ne sait absolument pas faire. Pourquoi? Parce que les choses qu'on appelle des pi-calculs, vous avez tout de suite la réponse, il n'y en a pas deux qui ont le même. Dès que deux pi-calculus se rencontrent, il faut une scission. Bon, donc ça veut bien dire que c'est pas la solution. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui ne sait pas s'il va vers le synthétique ou vers l'analytique. Hein? Il y a des tas d'idées, mais on ne sait pas quoi faire. Donc une analytique du non-déterminisme, alors je vais vous expliquer comment ça marche. On va s'inspirer vaguement de la mécanique quantique. Vous savez, le principe d'exclusion de Pauli, le principe fermique, hein, c'est quand vous avez deux fois la même chose, ça s'annule. Eh bien, on va interpréter un peu la logique linéaire. La logique linéaire qui n'est pas spécifique à ça, mais c'est une manière d'analyser un peu les choses, comme une idée, je n'ai pas dit fermionique, mais j'ai dit fermique. Hein, mais c'est la même chose que... Hein, d'après Fermi, si vous voulez, les fermions, les particules asociales, comme une idée d'exclusion. Autrement dit, si un terme se répète, eh bien, il s'annule. C'est comme si vous aviez un cycle. D'accord? Alors maintenant, il y a un problème. Il y a un problème avec l'unification. Très bien, mais je vous dis, si j'ai deux fois un terme, si j'ai deux fois le même terme, ben, mon truc est nul. Donc quand je normalise les constellations, bon, vous voyez, je mets ensemble des étoiles. Hein, et puis si jamais dans mon étoile, j'ai mis deux fois le même terme, je dis qu'elle est nulle. Mais c'est embêtant ça, parce qu'imaginez que mon étoile dépende d'une variable x, qui a un terme t au milieu, hein, il y en a un terme t au milieu, et qu'un terme t, il y en a un dépend de x, l'autre dépend de y. Puis je vais, après unification, mais plus tard, t va devenir u. Comment est-ce que le truc va s'annuler? Parce que je ne les vois plus, mes termes, je les ai cachés. L'explicitation les a cachés. Comment je fais? Eh bien, c'est facile. Donc, ici, j'ai passé l'exclusion, donc une exclusion externe. Hein? Et il y a un autre truc, c'est que vous avez aussi des choses externes, des étoiles. Quand un gros paquet d'étoiles se normalise, ça crée une nouvelle étoile. Hein? D'accord? Et vous pouvez avoir des étoiles qui, si on les branche, en réalité, il y a des variables cachées à l'intérieur, et il y a à l'intérieur, qu'on a oublié, les mêmes termes. Donc si on les branche, devraient s'annuler. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, la solution est très simple. On va faire des constellations cohérentes, comme des espaces cohérents. C'est-à-dire, voilà, comme trame, eh bien, on se donne des étoiles, moins des substitutions interdites. Autrement dit, vous avez ça, moins, et vous donnez une liste de cas particuliers. C'est fini. Mais vous voyez que c'est extrêmement vicelard. Hein. L'unification, c'est une chose extrêmement vicelarde, parce que vous avez un nombre fini, mais à travers les substitutions, c'est potentiellement une infinité. Hein? Et puis, la cohérence, eh bien, vous avez... pour deux termes quelconques, eh bien, vous dites, vous mettez aussi les branchements qui sont interdits, c'est-à-dire que si vous les mettez ensemble, et si la variable se spécialise trop, eh ben, ça s'annule. Ben voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, vous allez faire du vrai non-déterminisme, pas du non-déterminisme Alzheimer, hein, parce que eh ben, la cohérence eh ben, va signaler des choix incompatibles. Si vous avez choisi gauche sur un machin comme ça, ben vous dites
que vous pouvez être obligé de choisir gauche partout. Donc vous avez un machin cohérent. Et donc, alors ça, cet article, je n'ai qu'une version, mais normalement, la version sera écrite dans un volume en l'honneur de Pierre-Louis. Donc, il faut attendre le mois de juillet. Ça sera la deuxième fois. Donc, je le réécrirai en ayant complètement oublié ce que j'ai fait. Pour moi, c'est la seule manière d'être sûr, de vérifier ce que je fais. C'est de le faire en ne me faisant pas confiance à moi-même. Donc, si j'y arrive une deuxième fois, je suis sûr. Alors, l'intérêt de ça, c'est que vous voyez, le monde des réalistes que je suis en train de décrire est un monde où les questions et les réponses sont beaucoup plus monistes. Parce que vous voyez, dans le monde que j'avais avant, le monde un petit peu existentialiste, vous aviez une question qui rentrait dans une case, et la case était une immense boîte avec une infinité de tests. Vous voyez qu'il n'est pas du tout la même chose du point de vue intellectuel. Et là, ça devient la même chose. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'à cause du phénomène d'épure, eh ben, vous n'avez plus qu'un nombre fini. Vous n'avez plus qu'un nombre fini de choses à vérifier. Donc vous n'êtes plus dans un cas où vous n'êtes pas sûr de ce que vous vérifiez, vous avez un doute quelque part. Mais vous n'êtes plus dans un machin. Mais ce qui se passe, eh ben, c'est que j'ai découvert ça récemment, j'étais plié en deux. C'est qu'en fait, un gabarit, normalement, oui, c'est un critère de correction. Donc, il faut choisir gauche-droite. Donc, vous avez un par, vous choisissez le gauche, mais oui, vous choisissez ça, et puis il y a un choix cohérent à faire. Ben, vous pouvez mettre toute la vérification du critère de correction dans une seule constellation non déterministe. Et donc, en fait, l'objet final de la réalité brute qu'on va organiser finalement, c'est cet objet non déterministe, et qui vit dans un monde complètement analytique. La seule chose qui n'est pas analytique, finalement, c'est quoi ? C'est le fait que les droits et les devoirs s'équilibrent. Alors ça, on est dans la conjecture le plus simple. Alors parlons un peu de déréalisme, ou si vous voulez, de l'invention du réel. Parce que c'est vraiment un truc. On ne peut pas parler de logique sans affronter la question du réel. C'est pas possible. C'est pas honnête. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut être honnête. Bon. Alors, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot subséquemment. C'est un mot qu'on met normalement dans la bouche des gendarmes. Subséquemment, que je ne comprends pas, pourquoi ses compagnons, bon, etc. Subséquemment, c'est un mot supposé prononcé par des imbéciles. Et un exemple, vous voyez que je me prive pas d'aller chercher des choses irrationnelles, beaucoup de choses irrationnelles, parce que c'est seulement en allant voir l'irrationnel qu'on comprend le rationnel. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne de Saint-Antoine ? Moi j'ai reçu ça faisait beaucoup quand j'étais jeune. Vous receviez une lettre, il y a écrit « Recopiez cette lettre 20 fois, envoyez-la à 20 personnes différentes ». Madame Untel n'a pas transmis la lettre. Subséquemment, sa fille a eu un accident. Bon, je ne sais pas si vous avez reçu ça, mais c'était vraiment une chose, c'est très déplaisant, évidemment. Et pourquoi c'est déplaisant ? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de causalité. C'est un cheminement mystérieux, c'est menaçant. C'est pas la NSA vous observe, et si, vous n'envoyez pas la lettre, elle va vous envoyer les talibans, bon, etc., qui vont vous descendre, ou n'importe quoi. C'est vraiment, la subséquence, c'est vraiment quelque chose, ça se produit après. Et donc, une tentative absolument typique de la schizophrénie logique, c'est la complétude. Le théorème de complétude essaye justement de justifier la subséquence. Elle voudrait remplacer la conséquence par la subséquence. La conséquence est jugée trop subjective, donner trop d'aspects, parce que c'est quoi le raisonnement? C'est un sujet qui pense, c'est pas bien, quoi, c'est pas bien de raisonner. Et donc, la chose d'objective, au lieu de dire c'est la conséquence, c'est ce qui se produit. C'est jugé objectif. Et je signale donc que la relation entre conséquence et subséquence se traduit donc par vrai implique probable. Les gens disent vrai dans tous les modèles implique probable, c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est vrai implique probable, vous prenez un énoncé du premier ordre qui est pi1, c'est l'opposé des sigma 1, c'est-à-dire vous quantifiez absolument tout, vous quantifiez sur les prédicats. Donc c'est un énoncé clos.
si un énoncé pi1 clos est vrai, il est prouvable. D'accord ? C'est vrai implique prouvable. Il faut en économisant tous les modèles possibles parce que ça complique la compréhension. Hein ? Donc au premier ordre, classique, ça fonctionne. Hein ? Bien entendu, ça ne fonctionne pas en logique intuitionniste parce qu'il n'y a pas de modèle sérieux pour la logique intuitionniste. Il n'y a que des plaisanteries, genre modèle de Kripke, etc. Mais par contre, ça fonctionne au premier ordre classique. Hein ? Donc si A est vrai, A est prouvable. Hein ? Bon. On va dire seulement, bon, les énoncés pi1, c'est exactement les énoncés qui ne nous intéressent pas vraiment, parce que c'est où il n'y a pas vraiment de... S'il n'y avait que ça, on n'aurait peut-être pas besoin de faire une distinction entre analytique et synthétique, par exemple. Hein ? Mais dès qu'on sort de pi1, sortir de pi1, c'est aller chez les sigma 1, hein, c'est la première étape, et dès qu'on est dans les sigma 1, eh ben, on a l'incomplétude, on a tous les problèmes de doute. Hein ? Et cette idée est confortée par les géométries non euclidiennes. Les géométries non euclidiennes, je rappelle que donc c'est ce fameux postulat des parallèles. Hein, et si vous prenez une surface à courbure positive, une sphère, ben vous n'avez pas de parallèles. Les parallèles sont les géodésiques, hein, donc c'est les grands cercles, les deux grands cercles se coupent toujours. Et si vous prenez l'hyperboloïde à une nappe, hein, une surface à courbure négative, la centrale atomique, les grands cercles sont obtenus par section avec des plans qui passent par le centre. Et en fait, si vous prenez des plans qui sont suffisamment proches de l'axe, ben vous allez percevoir que vous avez une infinité de parallèles. Hein ? Donc, et là, bon, ça, et très honnêtement, si vous voulez, c'était une idéologie entièrement justifiée dans ce cas-là. Hein ? Malheureusement, ça ne marche pas pour la logique du second ordre. Parce que vous prenez l'énoncé de Gödel, non G. Hein ? L'énoncé de Gödel, G, un énoncé purement universel. Hein ? Il est vrai, mais il n'est pas prouvable. Vous en connaissez une, vous, de réfutation sémantique du théorème de Gödel, de l'énoncé de Gödel, vous en avez déjà vu une ? Ça n'existe pas. Hein ? C'est les modèles bidons qu'on prend la théorie, elle est consistante, et puis on l'écrit en caractère gras, et puis on dit c'est le modèle. Vous avez un modèle non standard, mais c'est juste la théorie. On a bidouillé un tout petit peu, si vous voulez, mais personne n'a jamais vu de modèle de la négation du théorème de Gödel. Ça n'existe pas. Et donc, vous voyez, ici, on n'a pas de... Donc ici, on a véritablement une brèche dans le réalisme. On a une brèche dans le réalisme. Et vous voyez, ça, c'est la 5e lecture du théorème de Gödel. Alors, vous voyez, on est loin avec le théorème de Gödel d'une espèce d'ânerie sur les serpents qui se mordent la queue. Hein. On est dans des choses vraiment nettement plus intéressantes. Hein. D'accord ? Et comme toujours, donc, c'est lié à la schizophrénie. Cette chose-là, c'est le problème de la réalité, c'est que on a créé une réalité schizophrène et on a trop de soi, trop de soi dans la réalité et on s'est un peu trop enlevé de la réalité. Et donc du coup on dit des bêtises à cause de ça. Hein. Alors Kronecker a dit une phrase, le grand mathématicien, dit une phrase à la fin du 19e siècle, hein, qui ne c'est pas exactement comme ça, mais enfin le résumé c'est ça, Dieu a fait les entiers, l'homme a fait le reste. Hein. Et et donc on est vraiment embêté parce qu'effectivement les entiers non standards, ça n'existe pas. Les entiers non standards qui sont supposés réfuter le théorème de Gödel, personne n'en a jamais vu un. Vous pouvez m'en nommer un d'entier non standard, moi je veux bien, mais on n'en a jamais vu. Hein. Donc ça n'existe pas. Hein. Donc autrement dit la même chose qu'il n'y a pas de modèle pour non-G. Hein. Et on n'arrive pas à réifier, à matérialiser, si vous voulez, les questions cognitives. Les questions cognitives sont absolument au cœur de tout ce qui nous intéresse. Typiquement, savoir si les questions de complexité, par exemple, sont des questions complexité, sont des questions on ne sait pas les réifier. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'entier non standard, c'est évident. C'est évident, donc il manque un objet. Vous voyez que je parle de la sémantique, moi je ne suis pas contre utiliser des modèles, mais encore il faut que ça ait un sens. Si le modèle ça consiste à faire la théorie et l'appeler modèle après, c'est pas la peine. Hein. Bon.
Et donc, la sémantique, par exemple, est incapable d'expliquer les nuances de calculabilité. Sémantiquement, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi quelque chose est calculable ou pas calculable dans les entiers. S'il y a un seul modèle, il est appelé standard. Pourquoi? Parce que c'est le seul. C'est le modèle unique. Hein, c'est la pensée unique, si vous voulez, modèle unique. Hein. Et donc, pour arriver vraiment à comprendre, il faut prendre vraiment un point de vue analytique sur les entiers. Et en fait, pour écrire un entier, vous avez 3 instructions. Premièrement, donc vous avez écrit un entier. Analytique, ça veut dire que je vous fais un entier, je vous ai fait une constellation qui représente un entier. Il faut un début, il faut commencer. Donc en fait, le début, c'est une étoile qui écrit le premier bit de l'entier. Donc c'est un entier en binaire, une étoile qui écrit le premier bit. Ensuite, vous avez la récurrence. Vous parlez d'un bit, vous passez au bit suivant. Donc, par exemple, d'un 0, vous passez à un 1, ou d'un 1, vous passez à un 1. Enfin, vous avez plusieurs manières de faire ça. Et en fait, vous avez la fin. Vous terminez l'entier. Voilà ce que c'est qu'un entier du point de vue analytique. Et c'est vaguement ce que c'est aussi sur un ordinateur, du moins au niveau. En pensée, il y a quelque chose comme ça pour coder un truc. Hein? Et alors, ce qui se passe, c'est que les instructions de récurrence, la deuxième étape, sont répétitives. C'est toutes les mêmes. Il n'y en a que 4. Hein, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Hein, il n'y en a que 4, elles sont répétitives, elles sont toutes les mêmes. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes. Parce que si c'est vraiment les mêmes, eh ben à ce moment-là, vous allez mélanger, vous n'allez pas savoir dans quel ordre vous avez mis, vous allez peut-être savoir combien vous avez 0, combien vous avez 2, 1, mais vous ne retrouverez jamais votre entier à partir de ça. Donc en fait, ils sont distingués locativement, ils sont à des endroits différents. Sur la machine, vous êtes obligé de les mettre dans des endroits différents. Ce n'est pas moi qui invente ça. Hein. Et l'objectivisme, hein, donc on les distingue, et l'objectivisme, autrement dit la schizophrénie, hein, eh ben, elle considère l'entier modulo locativité. C'est-à-dire, vous allez dire que 2 entiers qui diffèrent que par leur instruction locative sont égaux. Ce qui est absolument... Je n'ai pas dit que ce n'était pas légitime. Hein, je n'ai pas dit que ce n'était pas légitime. Bien entendu, il y a des théorèmes qui disent que les entiers sont uniques, etc. On ne va pas nier ça. Mais on a fait ça. En fait, donc c'est la schizophrénie. Quand on fait ça, on opprime trop le sujet. On opprime trop le sujet. Le sujet, c'est lui qui distingue les lieux. Et on l'opprime complètement. On lui laisse vraiment aucune place pour respirer. Si vous voulez, en d'autres termes, on a trop quotienté. On a trop quotienté. Donc l'entier réel, il n'y a pas d'entier non standard. Pourquoi? Parce que les entiers ont été trop quotientés, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace de liberté. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à expliquer des nuances cognitives, qu'il y a des entiers plus faciles d'accès, plus difficiles d'accès que l'autre. Alors voilà, je vais vous expliquer ce que sont les entiers log space. Hein? Alors voilà, les entiers, les programmes, vous voyez ça comme des constellations, donc c'est l'espace analytique. Hein? Et vous allez dire qu'un entier analytique, vous allez le voir comme une représentation d'un entier abstrait. Hein? Donc vous avez l'entier abstrait comme vous l'imaginez, comme il est dans votre cours de mathématiques. Hein? Et l'entier analytique, eh bien, c'est une représentation, si vous voulez, c'est la matérialisation concrète d'un entier abstrait avec vraiment des choix précis de lieux pour placer les choses. Hein? Et qu'est-ce que c'est qu'un calcul? Eh bien, si vous prenez une représentation et vous la contextualisez, vous mettez votre entier dans un contexte, qui est le contexte d'une autre constellation, et ensemble, il y a des couleurs qui se correspondent, et ça se met à calculer. Si vous faites la chose vraiment bien, à la fin, vous arrivez juste à un bip, comme sur une table Ouija. Un bip, on pourrait dire que c'est juste quand la dernière étoile se referme. La dernière étoile s'éteint, bip, d'accord? Hein? Donc, maintenant, on va appeler paire normative. Hein? On va donc faire une espèce de quantisme informatique, si vous voulez. Hein? On va appeler paire normative un couple OS. Hein? Si vous voulez, objet, sujet. Hein? Alors, O va sélectionner des représentations des entiers, et S va suggérer des contextes, des programmes.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas prendre toutes les représentations possibles des entiers, vous allez prendre seulement certaines représentations d'une certaine forme. Ça vous laisse beaucoup de liberté, quand même. Mais vous n'allez pas les placer de manière n'importe comment. Et de même, les programmes, les contextes, vous n'allez pas prendre n'importe quel contexte. Vous allez prendre des contextes qui sont d'une certaine forme aussi. Et vous allez demander quoi? Qu'est-ce qu'on peut demander? On va demander l'objectivité. Alors, ce n'est pas une objectivité métaphysique comme ce qu'on pouvait avoir auparavant. C'est simplement que si vous prenez deux représentations dans la classe O du même entier, vous le mettez dans un contexte de la classe S, si vous avez un bip sur l'un, vous avez le bip sur l'autre. Donc, autrement dit, quand vous vous restreignez à ça, c'est comme vous n'observez pas de la différence. Vous voyez, c'est profondément différent de la chose avant, où on a quotienté, le truc était garanti avant. Vous voyez. Ici, c'est parce qu'on a fait certains choix. D'accord. Alors j'ai fait cette expérience il y a quelques années, et à l'époque, donc, je n'avais pas compris la troisième lumière, et je travaillais dans les algèbres de von Neumann. Et alors, les algèbres de von Neumann, donc c'est une chose, ça m'a évidemment beaucoup fait avancer. Et fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met les entiers, vous avez un produit tensoriel infini, c'est le type de choses qu'on fait dans les algèbres de von Neumann, et vous collez tous vos entiers dans la composante numéro 0, ou composante numéro 1, enfin, vous fixez une composante, et vous mettez tous vos entiers là-dedans. Et qu'est-ce que fait le sujet? Vous utilisez le groupe qui permute les composantes du produit tensoriel. Et fondamentalement, le sujet, lui, peut faire ça. Alors, si vous voyez un peu ce que ça veut dire que quand vous changez de composante, c'est comme si vous pouvez penser que chaque composante, c'est un doigt. Et vous êtes avec le pouce, avec l'index, etc. Et donc, si vous utilisez ce groupe, vous allez pouvoir changer de doigt. Vous calculez avec plusieurs doigts. Ça s'appelle comment, calculer avec des doigts? Sans mémoire, ça s'appelle NL. Résultat, c'est effectivement, ça correspond au calcul NL. Au calcul en temps. Et donc, c'est parce que, c'est simplement, vous voyez, en essayant de réfléchir sur la réalité, sur la distinction objet-sujet, en réinstallant le sujet, si vous voulez, à l'intérieur de l'objet, alors qu'on en a trop enlevé. Alors, bien entendu, donc j'ai posé la question à mon étudiant Marc Bagnol, je ne sais pas s'il est là. Non, il était là tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, et donc avec son camarade Aubert, apparemment, ils ont traduit ça dans les constellations récemment. Et l'idée étant que fondamentalement, vous prenez l'idée, c'est grosso modo, puisque vous avez des termes, c'est de garder la profondeur des termes fixes. C'est-à-dire que les variables gardent la même profondeur. Si vous ne changez pas de la profondeur de variable, ça se calcule en temps NL. Donc c'est à partir du moment où vos entiers sont comme ça, vous êtes NL dans question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec, je ne sais pas, P ou NP ou je ne sais pas trop quoi. Évidemment, c'est du travail. Donc c'est une manière, si vous voulez, de vous dire qu'il ne faut pas s'imaginer un instant que mes réflexions sont juste comme ça pour la beauté de la chose et que ça n'a aucune incidence sur la technique. C'est par une réflexion philosophique sur ce genre qu'on arrive à ce genre de choses. Voilà. Merci. Voilà. Et voilà. Il y a des gens qui veulent poser des questions dans la... Père. You spoke about both Brouwer and Kant in relation to Hilbert. Tout To Hilbert? Brouwer and Hilbert in relation to Kant. Yes. And you seem to say that so you associate Hilbert with the format. With? Non. Format. Alors,
But then the question remained for me, how do you tie Kant to the format? No. What I said exactly is the following: that Kant explains the necessity of a format. There is no direct access to the reality. The reality is a construction. So the construction, this is the format. Okay? So there is no thing like an unformatted relation to the real. Okay? So that's Kant, that's Brouwer. Okay? Now, second step of Kant, which is a mistake. The first thing is not a mistake, and my second thing is a mistake, is to say that this format is unique, is necessary. And it is the viewpoint that Hilbert took. And so, if the format is necessary, okay, then by proving consistency, you obtain certainty. Okay? If the format is not necessary, if it is just sufficient, so you see, Kant had was able to understand this notion of format. That we need a condition of possibility, transcendentalism. That's it. The necessity of a format, the need for a format. But the mistake is to think that this format is necessary in the mathematical sense. That there is no choice. And you see that, of course, it has a political implication, because Kant was living in Prussia, and it's something like enlightened despotism. You can see it as a rationalist justification of despotism, because it is, we need a political system, okay, but there is only one. And you see, on the only one is the part of Hilbert. Okay? But what is it in Kant that you think of when you attribute to him this view that there is only one format? Yes. But the categorical imperative, it's something that you cannot avoid. Okay? So, of course, it's only possible if there is some unicity somewhere. Okay? I had a big difficulty, because it's only a few years that I really discovered Kant, and had a big difficulty because of the categorical imperative. I could not understand how such nasty notion could come with such an untalented, some brilliant thought. And of course, the thing is that, of course, if you assume that if you assume that the format of the architecture, so we need an architecture, but if you assume that there is only one possible, of course, it leads to despotism. It's a justification of despotism. It is why certain people think that Kant is totalitarian. It is, in my opinion, it's wrong. But he's authoritarian, and Hilbert was authoritarian. Okay, and it's interesting to see Brouwer and Hilbert as two coming from Kant, and it's extremely strange that both these two persons were both speaking in the name of Kant. Don't you think? Yes, that is a very interesting connection. But so you are referring to the categorical imperative to support your understanding of Kant as claiming only one format. Oh, but please, let us be modest, okay? I don't care about Kant, okay? I don't care about Kant. I don't care. What I care for understanding logic. So what I'm saying, it is the way I fancy Kant, that I never read, and this reading
the issue want Kant reinvented by Girard, helps me to understand logic without any form of dogmatism. Because if you can see some dogmatism in what I'm saying, okay? And you remember when we were young, I remember that you were not even invited for the centennial symposium of Brouwer, that people had to protest. Do you remember that, of course? I've forgotten it. You have forgotten? How can you forget that? So you mean how bad it was? No. Okay. Okay. So there is a question. Dieu a fait les entiers, qui a fait le second ordre? Comment? Qui a fait le second ordre? C'est la même question. C'est la même question. Et que pensez-vous de la logique paraconsistante de Jean-Yves Bézieux? Je ne parle que de choses sérieuses. Alors je ne répondrai pas à la deuxième question. Je ne parlerai pas de choses de gens qui ne sont pas sérieux. D'accord? Voyons. Non, mais il y a des choses très simples qu'on ne sait pas en logique, qu'on ne sait pas faire en logique. Par exemple, on ne comprend toujours pas le calcul des prédicats du premier ordre. Le principe, le calcul des prédicats reste extrêmement tributaire d'une formulation du XIXe siècle. Par exemple, le principe que tout le monde écrit dans les bouquins de calcul des prédicats, pour tout x implique qu'il existe x. Le principe est faux. Ce principe est faux. Mais on s'en moque parce que ce principe est faux. Parce que les gens, comment ils justifient ça au XIXe siècle? Ils disent, on suppose que les domaines sont non vides. Bon, mais ce principe, il porte un nom dans la logique ancienne, c'est le syllogisme barbarie. Il est faux. Mais justement, il faudrait l'écrire dans la logique du XXe siècle avec le calcul des séquents. On ne peut pas écrire le calcul des prédicats sans avoir ça, sans ce principe, c'est très compliqué. Le calcul des séquences, c'est facile parce que pour tout x, A implique il existe xa, il faut être capable de nommer une variable. Il faut être capable de nommer un terme. Or, si on ne se le donne pas, on ne peut pas. Hein? Alors, voilà par exemple un exemple de principe faux. J'ai beaucoup réfléchi au calcul des prédicats du premier ordre. J'ai réfléchi aussi au type dépendant de paire, qui est une alternative, et je ne suis absolument incapable de donner la moindre condition de possibilité pour, par exemple, le calcul des prédicats du premier ordre ou les types dépendants. Par exemple, les types dépendants, c'est extrêmement compliqué. Pour tout x dans A, B de x, il y a des dépendances croisées entre A, non A, B et non B. Et il faut que miraculeusement ces choses-là s'équilibrent. Eh bien, chaque fois que j'ai essayé de comprendre ça, je suis arrivé à la conclusion, non, c'est trop compliqué, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Bon, pourtant, il y a quelque chose d'intéressant là. Bon, je n'ai pas en train de dire que les types dépendants sont pas des choses intéressantes. Je dis simplement, on ne sait pas expliquer. Voilà un truc qu'on ne sait pas expliquer. Et ça, c'est pas une question de fondement. On ne sait pas expliquer. On ne sait pas ce que c'est qu'un terme du premier ordre. Bon, Père a proposé une explication très intéressante de ce que c'est qu'un terme du premier ordre. Il dit c'est une preuve. Mais quand vous regardez de près, vous apercevez que vous êtes dans un serpent qui se mord la queue. Pas possible. Parce que vous n'arrivez pas, par exemple, avec les entiers. Est-ce qu'il faut supposer que les entiers sont déjà des preuves d'une formule, ou est-ce qu'il faut supposer qu'ils existent à l'état analytique et qu'après, dans un espace analytique où il y aurait des espèces d'entiers sauvages, on irait seulement à la pêche des bons? Eh bien, vous essayez toutes les possibilités et chaque fois, vous tombez sur une aporie. Donc, vous voyez, il y a énormément de problèmes liés au premier ordre. Donc, on a donc en logique
on a des systèmes donc, qui sont, bon, la théorie des types de paires est un bon système, mais il n'est pas expliqué de manière satisfaisante dans tous ces aspects. Il reste des aspects prussiens dedans. Je ne dis pas ça du tout contre, au contraire, moi, puisque j'ai moi-même cherché à comprendre comment on peut expliquer ça. Il y a des aspects prussiens, des aspects qui sont complètement... on ne peut pas expliquer ça. Alors que ça se passe relativement mieux avec, par exemple, la quantification du second ordre. Bizarrement. Du second ordre. Bon, la quantification du second ordre, bon, on a les problèmes de certitude. Bon, mais on voit mieux comment ça fonctionne. C'est assez bizarre, hein? Et l'égalité est une chose diabolique. L'égalité. Alors là, ceux qui disent oh l'égalité de Leibniz, regardez, l'égalité de, je donne un exemple, puis j'arrête. L'égalité de Leibniz, T égale U. Hein, quand T et U se donnent la même chose dans tous les contextes à peu près. Ça marche, ça? C'est complètement débile, ce truc. C'est complètement débile parce que T égale U, est-ce que, par exemple, ceci est égal à ça? Ben, tout dépend. Si on a envie de les prendre modulo Lorléo, si c'est seulement l'idée d'une bouteille, c'est pas du tout évident. Donc il y a des contextes dans lesquels ils vont être égaux, des contextes qui vont être différents. Vous ne ferez pas fonctionner l'égalité de Leibniz. Donc l'égalité de Leibniz, il va la mettre par rapport à des contextes qui préservent l'égalité. Bon, alors, d'accord, si vous faites ça, mais comme explication, oui, se poser les questions comme je me les pose là actuellement, c'est vraiment difficile, parce qu'il ne faut pas avoir de présupposés. Et bien entendu, quand on se pose des questions comme ça, c'est qu'on croit que si je me pose des questions sur l'égalité, sur les types dépendants, sur les quantificateurs, etc., c'est parce que je crois que ça a un sens. Et que normalement, on devrait trouver la réponse. En tout cas, expliquer l'égalité T égale U quand T et U représentent la même chose dans le monde des notations. Hein. C'est de la théologie. Bien. Je pense qu'on peut remercier Jean-Yves.